Bonjour tout le monde, bienvenue à La Nature de l'enfance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai reçu Julie Parent, qui est orthophoniste et qui a un très grand désir de partager ses connaissances, de démocratiser ses connaissances sur le développement du langage et de soutenir les parents dans une intervention qui est précoce pour tenter de prévenir les problèmes ou les difficultés en lien avec le développement du langage. On est allé poser une réflexion vraiment sur l'importance du développement du langage, oui, en tant que sphère toute particulière du développement général de l'enfant, du développement global, mais vraiment parce que le développement langagier sous-tend chacun des autres aspects du développement. Dans une parentalité qui est plus consciente, telle qu'on la vit actuellement, on parle beaucoup de l'importance des émotions de nos cocos, de comment on fait pour les accompagner dans leurs grandes émotions. On parle régulièrement de co-régulation, de régulation émotionnelle. Mais toutes ces sphères-là, elles sont accompagnées par le langage, par les mots. Alors, l'importance de notre rôle dans la création de ce discours interne-là qui accompagnera toute la vie nos enfants. Alors, c'était une super belle discussion. J'espère que ça vous plaira et au plaisir d'en rejaser avec vous. Bon, salut Julie! Allô Anne-Marie! Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci d'être là aujourd'hui. Mais merci à toi de m'avoir invitée. C'est tellement le fun qu'on puisse se rencontrer en vrai. C'est une journée spéciale, alors merci d'avoir accepté d'être avec moi et de partager la journée d'anniversaire avec moi. Ben, écoute, ça me fait plaisir. Alors Julie Parent, oui. On te connaît, tu es orthophoniste de formation, mais on te connaît un peu quand même comme Julie Ortho sur les réseaux sociaux. On t'a découvert vraiment parce qu'on sent tout ton élan de partage. Je pense que c'est ça qui t'a animé dès le début, qui t'a motivé à commencer ces partages-là sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, rapidement, tu as eu envie de mettre de l'avant le fait de démocratiser tes connaissances pour favoriser une intervention peut-être plus précoce en lien avec le développement langagier. Oui. À ce moment-là, c'est ça, c'est que tu percevais que les parents avaient peut-être certains doutes ou on peut attendre ou ça presse pas pour tout de suite. Mm-hmm. Tu le sentais déjà? Ou... Mais c'est d'abord dans notre système, on a un système qui est très médical où on va consulter quand on a un problème. Mm. Donc, quand on relève que notre enfant présente des difficultés, ben là, on va consulter pour essayer de régler ce problème-là. Mais ce qui arrive en orthophonie, c'est que souvent, les enfants sont vus tard parce qu'il y a des longs délais d'attente partout, souvent, surtout dans le public, évidemment. Des fois, dans le privé, c'est variable. Alors, ce qu'on voit, c'est que les parents vont commencer à être un peu préoccupés ou inquiets vers 2-3 ans, vont consulter vers 3 ans et demi, 4 ans et demi, alors qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire en amont au plan de la prévention, puis que le développement du langage commence dès la naissance. Puis moi, ça fait partie... Moi, je trouvais ça très frustrant comme professionnelle de voir les enfants arriver qui avaient déjà des difficultés, puis les parents qui n'avaient pas pu se mobiliser parce qu'ils n'avaient pas les connaissances puis les ressources pour le faire. Puis aussi, on sait que quand on intervient de manière précoce, donc dès les émergences des précurseurs, des premiers mots, donc entre, je dirais, mettons, 6 mois puis 20-30 mois, ben on peut avoir des résultats qui sont significatifs, qui vont protéger l'enfant de présenter des difficultés, puis ne serait-ce que de l'aider à se développer dans toutes ses sphères de développement, tu sais, puis à pas accumuler de frustration en lien avec ce délai d'émergence-là ou les difficultés qu'il présente au plan langagier, puis avec tout, tu sais, je pense qu'on va en reparler, là, mais avec tout ce qui en découle aussi. Fait que pour moi, c'était vraiment important, puis tu sais, j'en ai fait ma mission, d'informer les parents et de les former aussi pour qu'ils puissent intervenir de manière précoce et dépister, être capable d'identifier ou du moins d'être rassurés s'ils sont préoccupés par rapport au développement langagier de leur enfant avant 3 ans, finalement. Oui, c'est ça. Dès l'âge de 12, 16, 20, 24 mois.
Fait que c'est vraiment avec comme un problème en tant que professionnel. Tu réalisais, tu étais tannée de voir il était comme déjà un peu tard pour l'intervention. Fait que tu as voulu mettre de l'avant la prévention. Exact. Pas attendre qu'il y ait un problème, pas attendre qu'il y ait un drapeau rouge là, à signaler. Bon, alors justement, aujourd'hui, on met de l'avant beaucoup la parentalité consciente. On est de plus en plus informés. On sait qu'on tente d'accompagner nos enfants dans tout ce qui est les émotions, tout ce qui est la régulation. Oui. On sait mieux, on comprend mieux l'importance de ça. Mais rapidement, quand on jase avec un orthophoniste, on se rappelle à quel point le développement langagier accompagne tout ça, toutes ces phases-là, ces moments-là importants où on doit tenter de faire de la régulation ou tenter d'apprendre les émotions à nos enfants. Mais on oublie justement cette base-là. J'ai aimé ça, la première chose que tu m'as rappelé, c'est justement le fait que même avec ton chum, tu jasais puis tu te demandais, je sais pas à quoi il pense. Oui. Ouais, mais... Puis ça a été comme un genre de petit reality check, tu sais, parce quand on a eu notre bébé, puis on voit qu'il regarde partout, puis mon chum me disait souvent, je me demande à quoi il pense. Puis tu sais, moi, mon réflexe, c'était de dire, il pense à rien. Puis la vérité, c'est ça. Tu sais, c'est que, oui, il perçoit, il sent, il va ressentir des choses. C'est un être très sensoriel, très émotionnel, mais il peut pas intellectualiser, il peut pas mettre des mots sur les réalités qu'il vit, puis c'est difficile pour nous de le concevoir parce que nous, on pense avec des mots. Tu sais, notre discours intérieur repose sur les mots qu'on connaît, les expressions qu'on connaît, puis est influencé par les variables linguistiques, les variables culturelles auxquelles on est exposé. Tu sais, puis ça, c'est même documenté dans la littérature scientifique que selon la langue que tu parles, tu n'auras pas le même bagage émotionnel puis le même discours intérieur. Puis tu sais, si on pense... C'est les chiens qu'on entend, hein? Je sais. J'ai un bébé qui pleure. Et si on pense à... quand on apprend une langue seconde ou quand on vit une immersion dans une autre langue, on se met à parler dans notre tête dans cette langue-là. Mais on ne pourra pas parler dans notre tête dans cette langue-là si on n'a pas vécu d'immersion. Tu sais, c'est logique, puis c'est du common sense, là. Mais c'est pour illustrer le fait que les enfants, tant qu'ils n'ont pas acquis un certain bagage de connaissances linguistiques puis un certain niveau au plan langagier, leur discours intérieur n'est pas encore consolidé, évidemment. Puis c'est ce discours intérieur-là qui souvent nous permet, entre autres, comme tu l'as évoqué, de s'auto-réguler. Puis d'être capable de faire de l'introspection, tu sais. Puis ça, on est capable habituellement quand on est adulte, mais encore là, ça dépend des adultes. Fait que c'est pour ça que, pour moi, c'est vraiment, 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 vraiment important de bien choisir les mots qu'on va apposer sur les événements, sur les expériences que notre enfant vit, sur ses émotions, sur les comportements aussi qu'il va présenter, parce que c'est ces mots-là, c'est ces concepts-là, puis c'est l'interprétation qu'on y donne qui va donner du sens à l'expérience qu'il est en train de vivre, puis qui va forger son discours intérieur. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on oublie cette base-là que l'enfant, en tout petit, n'a pas de discours intérieur. Donc, c'est les expériences qu'il vit au quotidien avec nous et les mots que nous, en tant qu'adultes, on va apposer sur ces expériences-là qui vont construire son discours intérieur. Fait que c'est hallucinant l'impact qu'on a au quotidien. Alors, de prendre conscience de ça, tu sais, je dis souvent que, justement, pour atteindre des niveaux de conscience différents ou pour avoir plus de conscience dans nos gestes, il faut d'abord prendre conscience de ces choses-là. Tu sais, il faut passer différents niveaux de conscience pour être capable de transformer nos gestes au quotidien. Tu sais. Fait que là, de ramener ça, je suis certaine, là, moi, tu me l'as dit, puis tu sais, je le sais, mais tu me l'as dit, on l'oublie tellement, ceux qui n'ont pas de discours intérieur à la base. Fait qu'on a tout ça à construire. Puis clairement, on le fait pas toujours de manière consciente. Donc, nos gestes du quotidien ont un impact dans tous les petits moments du quotidien. Ça finit par construire ce discours-là. Tu sais. Oui, parce que l'enfant va consolider toute sa compréhension du monde puis le sens qu'il va donner justement aux expériences qu'il vit, puis aux événements qui l'entourent, puis aux gens, puis aux activités, à partir de ce langage-là.
Fait que c'est pour ça que des banalités parfois ou des réflexes ou des cognitions qui nous habitent depuis longtemps vont avoir une incidence, même si on les réfléchit pas, puis si on n'en est pas conscient. Comme on donnait l'exemple, l'autre fois, j'entendais un parent dire à son enfant qu'il était encore impatient. Ouais. Puis, juste, c'est du vocabulaire qui est abstrait, puis qui n'est pas nécessairement simple pour un enfant à associer à un comportement ou à un trait de personnalité. Fait que ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de, finalement, l'influencer à penser qu'il est impatient, tu sais, parce que lui, spontanément, il sait pas ça réfère à quoi. Il sait pas ce que c'est. Une pomme, c'est une pomme, tu peux le montrer, on met l'étiquette pomme, on identifie la chose. Encore une fois, il faut qu'il en voit souvent, c'est ça. Pour savoir que la pomme, c'est pas juste... C'est pas le fruit qui est rouge, qui est vert, qui est jaune, qui a une tige. C'est pas la petite tige, c'est pas juste la petite feuille qu'il va voir sur la première pomme qu'il voit. Tu sais, c'est en exposant l'enfant à différents modèles, à différents contextes d'exposition qu'il va justement consolider sa perception du monde, puis qu'il va associer les mots au concept, puis être capable de généraliser. Alors, comme tu donnes cet exemple-là, c'est vrai que plus c'est concret, plus c'est visuel, plus on peut le prendre dans nos mains, plus c'est facile. Fait que les objets sont plus faciles à associer aux mots que, par exemple, justement, des émotions qui réfèrent à un niveau d'abstraction qui est un peu plus élevé, donc plus complexe, donc plus qui va apparaître plus tard dans le développement, tu sais, quand l'enfant va être plus mature au plan neurologique. Alors, d'être conscient de ça, ça nous ramène aussi à dire des mots qui vont être porteurs de sens réellement puis qui vont avoir une utilité dans la vie de l'enfant, finalement. Fait en tout cas, tu sais, là, on tergiverse un petit peu, là, mais parce que tu donnais l'exemple du parent qui nommait l'impatience. Oui. Mais justement, à ce moment-là, c'est de faire attention à ne pas nécessairement dire « t'es impatient », mais plutôt « en ce moment, tu trouves ça long, c'est plus difficile d'attendre ». Exact. Puis moi, c'est ce que je fais, tu sais, d'être dans l'empathie le plus possible, puis de se dire, ben c'est vrai que ça doit être long pour lui, tu sais. Puis c'est vrai qu'il a hâte, tu sais, son petit, puis tu sais, on le dit tout le temps, le cerveau est immature, l'enfant vit dans l'ici et maintenant. Il y a un délai de gratification qui est court, tu sais, il a besoin de répondre à ses besoins maintenant. Fait que, tu sais, de dire, c'est vrai que c'est long, ben là, on est en train d'exposer notre enfant à un concept aussi. Tu sais, le concept de « ça se peut que ce soit long », ben c'est correct, mon parent comprend, il légitimise ce sentiment-là, il répond à mon besoin, mais ça ne veut pas dire qu'on va répondre aux besoins dans l'immédiat quand même, tu sais, mais ça peut aider l'enfant à justement rendre ça plus accessible, concret comme concept, puis à pas le schémer, là, comme on dit souvent. Là. Puis, tu sais, par rapport à ce que tu disais, tu sais, oui, les émotions, la connexion, c'est quelque chose dont on entend vraiment, vraiment beaucoup parler en ce moment. C'est super trendy. Puis, tu sais, moi, je suis all-in avec ce trend-là parce que c'est ô combien important. Puis, c'est révolutionnaire ce qu'on vit en ce moment. Là. Puis, je pense que nos enfants vont être vraiment mieux équipés que nous, on l'aura été. Puis, je voyais pas, tu sais, pour moi, c'était comme une évidence que le langage était intimement puis très prochement lié par rapport à tout l'aspect émotionnel puis à l'univers émotionnel des enfants. Mais je réalise en parlant plus que non, tu sais, ça va pas de soi puis qu'il y a plein de choses encore qu'on peut expliquer pour que les parents comprennent puis qu'ils comprennent leur rôle dans le développement de cette sphère-là chez les enfants. Oui. L'aspect vraiment du discours intérieur par rapport à tout ce qui est vécu, là, il y a énormément aussi de comment je perçois cette émotion-là. J'imagine aussi qu'il faut faire attention dans la façon de le nommer. Tu sais, quand je vis de la colère, de la frustration, tu sais, on a tendance à... Déjà, on fait attention de ne pas nommer, tu sais, émotions négatives ou positives, mais dans le discours au quotidien, j'imagine qu'il faut faire particulièrement attention aussi dans les mots qu'on va choisir? Ou... Bien, oui, puis c'est que, comme je disais tantôt, c'est très abstrait, puis c'est pas nécessairement accessible pour l'enfant. Fait que, tu sais, au début, on va essayer de le modeler, par exemple, dans les livres qu'il regarde ou avec des personnages où « je suis fâchée, regarde mes yeux quand je suis fâchée », tu sais, pour rattacher des éléments, parce que les enfants apprennent beaucoup plus quand c'est concret, quand ils ont d'autres modalités
aussi qui interviennent, comme la vue, les sens, les expériences concrètes aussi, les expériences du quotidien. Fait que progressivement, de mettre des mots sur les émotions qu'on voit dans les livres, sur quand on va au parc, puis il y a une petite fille qui pleure, mais oui, elle a de la peine, tu vois, des larmes qui coulent, elle s'est fait mal, ou elle veut pas partir du parc, ou d'expliquer aussi la causalité entre les émotions puis les événements. Puis le fait de le faire souvent, bien, ça fait en sorte que progressivement, on donne des ressources à notre enfant pour comprendre le monde qui l'entoure d'un point de vue émotionnel avec le langage, puis d'être capable éventuellement de les utiliser. Puis c'est sûr que quand les enfants sont plus petits, tu sais, mettons qu'on prend entre 0 et 2 ans, bien là, on est encore dans un répertoire de vocabulaire qui est concret. Fait que moi, ce que j'aime faire quand je suis avec des parents en coaching parental ou avec mon propre enfant, c'est de vraiment lui donner des mots qui vont être, tu sais, quand je dis écologique, là, qu'il va pouvoir réutiliser dans plein de contextes pour répondre à son besoin. Tu sais, parce qu'il est difficile, puis ce qui peut être frustrant pour les enfants, puis tu sais, on le sait, les toddlers ont besoin d'avoir un sentiment de contrôle sur leur vie, ont ce besoin-là d'indépendance, d'autonomie, c'est moi qui le fais, je suis capable tout seul. Puis ça peut être frustrant pour eux d'être limités dans ce besoin-là, puis on le sait que ça l'est. Fait qu'imagine si en plus ils ne comprennent pas pourquoi ils sont limités, puis s'ils ne sont pas capables d'exprimer leurs émotions. Fait que ça peut devenir vraiment frustrant pour eux, puis anxiogène aussi. Parce qu'on voit beaucoup aussi avec le 2 ans. Là. C'est vraiment cette phase-là qui est une phase d'affirmation. Mais j'imagine, en tout cas, moi, je l'ai vécu avec mon petit qui avait, lui, accès à beaucoup de mots. On a eu, c'était une force, en tout cas, une capacité qu'il avait bien développée, vraiment naturellement. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit de particulier, mais il l'avait. Puis, il n'a pas vécu cette phase-là avec beaucoup d'intensité parce qu'il avait accès aux mots pour dire les choses. Quand il voulait s'affirmer, quand il voulait dire quelque chose, il y arrivait. Mais un enfant qui a ce même désir-là d'affirmation, parce qu'ils l'ont aussi, tu sais. Mais là, c'est comme s'il y a une porte de fermée. Ils peuvent juste pas, ils ont juste pas accès. Fait que ça devient fâchant, frustrant, tout ça, tu sais. Oui, puis c'est même vraiment bien documenté, justement, que les enfants qui ont moins de vocabulaire au plan expressif vont vivre ces crises-là avec plus d'intensité puis à une fréquence qui est plus élevée. Puis, tu sais, comme tu dis, le fait de ne pas pouvoir s'affirmer, puis on parle souvent de connexion. Tu sais, même nous, quand on a une émotion qui est, on va dire, négative, qu'on a de la peine, qu'on n'a pas une belle journée, qu'on a le cafard, puis qu'on voit notre chum le soir, puis qu'on a l'impression que c'est comme pas reconnu, bien, la frustration augmente. Ou si c'est minimisé, ou si on a l'impression qu'il comprend pas pourquoi, ou qu'il veut chercher une solution, ou tu sais, mais ça, c'est le genre d'affaire qui peut vraiment arriver. Puis c'est la même chose, tu sais, avec les enfants. Puis, alors que si notre chum nous dit « Ah oui, je comprends, t'as eu une journée de merde, viens ici, puis on va essayer de passer une belle soirée, blablabla », tout d'un coup, la frustration baisse. Puis c'est apaisant. Puis c'est pour ça qu'on dit qu'on ventile, tu sais, ou qu'un enfant va décharger. Fait que, tu sais, nous, on est comme le contenant de notre enfant, puis les mots vont nous aider à rendre les réalités plus accessibles, plus rassurantes, moins insécurisantes, moins anxiogènes, parce qu'encore une fois, un enfant qui comprend pas, tu sais, parce qu'eux, ils ont comme... Ils processent vraiment beaucoup de choses en même temps, puis là, à un moment donné, hop, ils vivent une émotion. Bien, si nous, en plus de ça, on panique, puis qu'on met du vocabulaire qui est négatif par rapport à ça, bien, ça fait juste exacerber, tu sais, puis ils se sentent juste pas reconnus dans leurs besoins. Ah ouais. C'est ça, c'est tellement des aides justement de sens puis de ressenti que tout passe par leur système, tu sais. Mais donc d'avoir d'un œil extérieur quelqu'un qui va venir mettre des mots sur ce qu'on vit, ça vient comme défaire des nœuds aussi. Là. OK, vraiment. Cette grosse boule-là, tout proche, là, OK, ça s'appelle comme ça, ou tu sais. Puis des fois, ça peut être pas sur le moment, j'imagine. Là. On peut juste accueillir dans le physique puis dans l'émotion sur le coup. Les grosses crises, des fois, ça sert juste à rien de parler, là. Puis on fait juste attendre que ça passe. Mais c'est justement pour prévenir ces grosses crises-là, puis pour les anticiper un petit peu. Tu sais, parce que c'est sûr qu'on n'a pas le contrôle sur tout, puis que ça marche pas tout le temps, puis qu'il n'y a pas de technique one size fits all pour répondre à toutes ces préoccupations-là. Mais
on a des bonnes raisons de croire, puis c'est vérifié aussi par la science que plus l'enfant a de mots, plus il comprend, plus il peut associer puis plus de mots à ce qu'il est en train de dire, puis plus il peut les verbaliser, bien, moins il y a de chances qu'il vive ces émotions-là de manière négative, puis qu'on puisse passer à autre chose. Ouais. Puis c'est ça, c'est j'ai comme envie, ça nous ramène aussi à notre discours intérieur vraiment beaucoup, Vraiment. là. Vraiment. Aider un enfant à grandir, c'est grandir soi-même. Fait que, de s'arrêter à voir à quel moment, nous, on est challengé là-dedans. Pourquoi on est challengé? C'est-tu parce que nous, on la vit pas de la bonne façon? Cette émotion-là, on l'accueille-tu, cette émotion-là? Oui. On y donne quoi comme description? Comment on la file? Comment on a appris à vivre avec cette émotion-là? C'est quoi les mots que nous, on met dessus? Clairement, ça peut nous aider à mieux accompagner notre enfant aussi. Là. Ben oui, puis tu sais, le classique « pleure pas ». Ouais. Ben, inévitablement, l'enfant sent qu'il fait quelque chose de pas correct. Ouais. Alors que si on verbalise « ben oui, tu peux pleurer, je comprends, ça te fait de la peine, c'est normal, ou c'est une journée difficile, ou il s'est passé beaucoup de choses ben ça désamorce, ça associe pas de honte en lien avec cette émotion-là. Puis encore une fois, ça donne des ressources puis des outils à l'enfant pour les vivre, éventuellement s'affirmer. Puis, tu sais, parce qu'on parlait de, justement... Puis, je pensais à ça la nuit passée parce que la nuit a été vraiment difficile. Puis, je me disais, je pense que c'est le langage qui m'a permis de passer à travers tous ces enjeux-là en lien avec le sommeil. Ah ouais? Oui, parce que... tu sais, on le sait que c'est difficile, tu sais, puis tu parles de discours intérieur, puis d'autorégulation, puis moi, c'est arrivé souvent que je me dise... faut tellement que je m'autorégule en ce moment, là, puis c'est juste ça ma job, tu sais. Parce que c'est moi qui vais répondre aux besoins de mon enfant, mais là, en ce moment, je suis tellement trigger dans tous mes sens, puis dans mon énergie, puis dans tout, que j'ai besoin de me calmer pour être là, pour être disponible, pour l'accueillir. Puis, tu sais, quand je disais, c'est le langage aussi, tu sais, en plus du discours intérieur, quand l'enfant est petit, puis ça, moi, c'est quelque chose qui venait quand même me chercher, tu sais, de ne pas avoir accès au sens, de ne pas avoir accès à l'explication, au pourquoi, de ne pas comprendre de façon précise ou de ne pas savoir comment répondre aux besoins. Puis, avant 1 an, ben l'enfant, sa façon de communiquer, c'est de crier, c'est de pleurer, c'est de le manifester de façon non verbale. Fait que moi, la nuit, tu sais, nous, ça a été quand même un énorme défi, voire une épreuve, de me dire, il me communique quelque chose. Tu sais, puis c'est ma job de répondre à son initiative de communication parce que je veux qu'il continue de me parler, tu sais. Puis je veux qu'il continue de me dire quand... c'est beau, ça. J'aime ça. Puis quand c'est difficile, puis quand il y a de la peine, puis quand il est fâché, puis quand il est anxieux, puis quand il a besoin d'aide ou qu'il est en... Peu importe, tu sais. Je veux l'aider à contenir cette émotion, puis je veux être là, puis je veux qu'il sache que je suis là. Fait que même si des fois c'était épuisant, c'était agressant, je me sentais impuissante, puis c'est difficile de donner du sens à ça, tu sais, quand tu dors pas de la nuit, là, puis en plus tu deviens plus irritable, puis c'est plus tough de s'autoréguler. Fait que de me dire, il me communique quelque chose, je veux juste être là. Quand il me communique quelque chose. C'est quasiment un mantra là, que tu peux te répéter. Là. Tu sais, juste, il essaie de me communiquer quelque chose, je le comprends pas, mais je vais lui montrer que je suis là. Exact. T'sais, que je veux que ça continue. Tu sais, moi, dans mon discours intérieur, parce que c'est difficile de donner du sens, puis parce qu'il n'y en a pas encore concrètement. Puis, progressivement, tu sais, l'enfant, ben, à 1 an, ben là, il dit « maman ». Puis là, à 14 mois, il dit « lait ». Puis à 16 mois, il dit « donnez-le ». Puis là, ben, cette temps-ci, il dit « veux du lait de maman dans le lit ». Fait que là, je me dis, c'est quand même fascinant, tu sais, même si ça me tente pas nécessairement de me lever ou que ça coupe mon cycle de sommeil, puis que je me réveille tout croche, je trouve ça fascinant, je trouve ça beau. Puis, je suis contente d'être là pour accueillir cette initiative de communication-là à un moment qui est vulnérabilisant, tu sais, pour l'humain, là, parce qu'on sait, la nuit, les chats sont gris, puis on est plus insécure, puis on est plus anxieux, puis, tu sais, je trouve ça tellement hot qu'il soit capable de me dire c'est quoi son besoin, puis en même temps, c'est à travers la relation parent-enfant que ça se construit, que ça se développe, puis que l'enfant peut généraliser après puis transférer à d'autres contextes. Absolument.
Puis ça, c'est une autre chose. Tu sais, là, c'est une autre anecdote, là, pas parce que je veux Vas-y. utiliser ce podcast-là comme journal intime, mais parce que c'est des exemples ça, concrets. C'est concret, oui, ça. mais c'est ça. Tu sais, puis que j'ai vraiment vécu, puis où le langage, pour moi, a été un game changer. La garderie. Tu sais, moi, j'avais vraiment de la difficulté à concevoir que je puisse confier mon enfant à d'autres figures d'attachement sans qu'il parle. Parce que je me disais, il sera pas compris, il pourra pas exprimer ses besoins, donc moins bien être répondu. Fait que ça, pour moi, en plus de pas avoir de garderie... Ouais, c'est un gros défi aussi. Ouais, c'est ça. Ça aurait été un choix, je pense, par la force des choses, dans le sens que viscéralement, je n'étais pas capable. Entre autres à cause du langage, puis à cause de ce qu'on connaît aussi au plan de l'attachement, puis qui est relié à la permanence de l'objet, qui se consolide aussi avec le langage. Tu sais, plus l'enfant comprend, plus il comprend quand son parent lui dit qu'il va revenir, tu sais, il comprend c'est quoi l'activité, la séparation qui va se passer, en tout cas. Fait que tout ça pour dire que moi, que mon enfant, parce qu'il a commencé la garderie à 20 mois, puisse s'affirmer, tu sais. Ouais. Puis généraliser cette habileté-là, pour moi, dans la confiance que je vais avoir dans cette séparation-là, c'est un game changer complet, tu sais, parce que les éducatrices me disaient « Ah, ça a été une journée plus difficile aujourd'hui pour Auguste, il nous demandait beaucoup de prendre sa main. » Mais tu sais, moi, je me disais, c'est vraiment hot, il est capable de dire ce dont il a besoin. Tu sais, puis ce qui le rassurerait. Fait que, tu sais, après, même si ça se peut que ça ait été une journée un peu plus fatigante, un peu plus stressante, un peu plus insécurisante, que les éducatrices disaient, bien, on peut pas tout le temps, tu sais, on peut pas prendre ta main parce qu'il faut aller voir les autres enfants, ou, tu sais, même si son besoin n'a pas été répondu à 100%, il a pu l'exprimer, être accueilli, puis avoir une réponse. Puis ça, pour moi, c'est vraiment rassurant parce que je me dis, pour lui, ça devait être rassurant. Complètement. Parce qu'il est accueilli dans son besoin. Fait que ça baisse, tu sais, quand on parlait de connexion, là, ça baisse la tension, ça baisse la frustration, ça baisse le stress. Puis, inévitablement, ça le rend plus confiant, plus rassuré, plus disponible aux apprentissages. Fait que, puis le fait qu'ils comprennent aussi, tu sais, pourquoi mon besoin n'est pas répondu? Ah, parce qu'il faut qu'elle aille faire quelque chose d'autre. Mais elle m'a entendu. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme les outils dont j'avais besoin qu'ils possèdent pour me sentir plus sécure dans cette séparation-là, puis savoir que lui se sentirait plus sécure aussi de la vivre. Dans le fond, toi, dans un monde idéal, tu suggérais que les enfants aient quand même une base de vocabulaire ou de langage pour être capable justement d'entrer en relation avec quelqu'un d'autre via les mots pour aller tenter de répondre à leurs besoins. Oui, puis tu sais, ça, c'est une grosse question, encore une fois, parce que tu sais, c'est comme le dodo, là, c'est un sujet qui est sensible, que, tu sais, on n'a pas toujours le choix, puis c'est une réalité qui est vraiment difficile, à laquelle on est confronté, à ne pas avoir le choix non plus des milieux de garde, puis on ne peut pas toujours envoyer notre enfant plus tard. Puis, tu sais, même moi, j'ai trouvé ça quand même vraiment, vraiment challengeant, là, parce qu'on n'avait pas d'aide. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, j'aurais de la misère à émettre une recommandation par rapport à ça, mais par contre, on peut comprendre pourquoi un enfant a besoin de plus décharger, ou qui va accumuler justement plus de frustration, ou qui va être plus insécure ou plus résistant par rapport à certaines transitions, parce que ça se peut qu'il ne soit pas rendu là, tu sais, au plan langagier puis au plan cognitif, puis qu'il y a moins d'outils, qu'il y a moins de ressources pour connecter, pour évacuer. Puis tu sais, après, il y a plein d'autres variables qui rentrent en ligne de compte, là, dont les habiletés de l'éducatrice à compenser. À les lire, ces besoins-là, puis à compenser. Ou à les devancer, ou à les nommer, ou tu sais, cette sensibilité-là, ça peut vraiment changer quelque chose aussi, tu sais, qu'il y ait du langage ou pas. Puis elle, sa capacité aussi, je dis elle, parce que bon, c'est souvent des elle, c'est sa capacité à mettre des mots sur ce qui se passe, puis à permettre à l'enfant d'être lui-même. Fait que, tu sais, quand je dis lui-même, tu sais, de s'affirmer, puis ça, c'est un autre exemple que j'ai, c'est que quand, par exemple, à la garderie, il y a une activité que ça ne tente pas de faire, tu sais, il n'est pas gêné de dire, puis tu sais, c'est pas juste parce qu'il dit non à tout, là, c'est parce qu'il est inconfortable. Fait que, tu sais, quand le langage le permet, ben ça nous donne plein d'ancrages qui sont positifs, puis qui permettent justement à cette transition-là, à cette séparation-là, à d'autres contextes
de faire émerger notre enfant, finalement. Oui. Puis c'est justement ça aussi. On a nommé à quel point le développement du langage avait un impact sur toutes les sphères du développement. Ouais. Tu sais, c'est pas juste une strate du développement, mais elle sous-tend toutes les autres sphères. Tu sais, on parle de le développement affectif. Bon, c'est lié avec les émotions, mais même quand on parle du développement global, la motricité globale, comment le langage peut venir donner un coup de pouce selon toi? Bien, moi, comment je l'ai vécu puis comment je le vois souvent, c'est que justement, c'est un âge où les enfants ont besoin d'explorer. On sait que c'est bon pour eux d'explorer de façon libre. Puis, tu sais, on ne veut pas leur donner trop de contraintes. On ne veut pas encore une fois, les influencer dans le fait ou leur induire que c'est stressant ou que c'est dangereux. Ou, puis encore une fois, il faut choisir nos mots, tu sais. Tu sais, de tout le temps dire « fais attention » ou « là, c'est dangereux » ou quand c'est pas des réels dangers, ben ça peut induire à notre enfant que le monde qui les entoure est dangereux sans qu'ils comprennent vraiment pourquoi. Fait que pour moi, le langage, c'est vraiment utile pour accompagner cette exploration-là de façon sécuritaire tout en laissant à l'enfant de l'autonomie. Tu sais, en lui disant « oui, tu peux grimper, mais regarde, tu prends le barreau avec ta main. » Ou « regarde par terre, c'est glissant, tu vas marcher doucement parce qu'on ne veut pas glisser sur l'eau. » Tu sais, plutôt que d'y aller avec des généralités de genre « c'est dangereux » ou « fais attention » tu sais, qui vont être abstraites de toute façon puis que l'enfant ne comprendra pas puis qu'il va se jeter dans le flaque d'eau puis qu'il va se planter anyway, tu sais. De mets un pied devant l'autre ou regarde où tu mets les pieds, tu sais, si on est sur un trottoir ou qui essaie de grimper dans des barreaux. Fait que pour moi, le langage, encore une fois, c'est une ressource supplémentaire pour permettre à cette sphère de développement-là de fleurir puis de s'épanouir. Chez un enfant qui comprend plus difficilement, bien évidemment que là, si on veut qu'il fasse attention ou qu'il soit prudent ou qu'il regarde où il met les pieds, ou bien là, on va faire des gestes, on va essayer de l'accompagner dans son geste de façon plus physique. Fait que, tu sais, c'est là aussi où le fait d'intervenir précocement va être très payant. Parce que si on ne comprend pas ce que notre enfant comprend ou comprend pas, puis si on voit que c'est difficile pour lui de comprendre ou de s'exprimer, mais qu'on n'a pas nécessairement les ressources pour le faire, bien, ça peut être difficile longtemps. Oui. Tu sais, versus si on sait justement comment compenser ou comment utiliser les meilleures stratégies pour que l'enfant en vienne à comprendre, à mieux généraliser à d'autres contextes, à s'exprimer dans les contextes désirés, bien là, on protège l'enfant de vivre plein de frustrations qui ne seraient pas nécessaires, tu sais. Puis de s'épanouir dans ces sphères de développement, malgré le fait que pour lui, le langage, ça soit difficile. Ça reste un défi. Parce qu'évidemment que si, comme on l'a dit tantôt, le langage, c'est difficile, bien, ça a une instance sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect socio-affectif, les relations, évidemment, avec les autres, puis potentiellement aussi le développement moteur. C'est pas nécessairement, mais on peut y voir un lien parfois. C'est pas nécessairement ça, mais comme tu viens de donner des super bons exemples où le langage va avoir un impact sur le comportement de notre enfant, tu sais. Des fois, on pourrait avoir tendance à se dire, ben voyons, il l'a fait pareil, ou voyons, il n'est pas habile, ou, tu sais, mais si moi, toutes mes consignes étaient avec plusieurs mots et tout, ça se peut aussi qu'il les ait juste pas compris. En fait, c'est l'accès au langage qui va avoir un impact sur les gestes qu'il va avoir posés ou pas, là, ou le respect de la consigne aussi. Des fois, en tant qu'adulte, on se demande, ben voyons, il m'écoute pas. Ben, tu sais, est-ce que c'est vraiment, il voulait pas, il a pas été capable, ou il a pas compris? Est-ce que ma consigne était trop longue pour lui? Est-ce qu'il y avait trop d'éléments? Est-ce qu'il y avait des éléments qu'il comprenait pas, des concepts qu'il comprenait pas, des temps de verbe qu'il comprenait pas? Tu sais, compréhension, c'est vraiment complexe. Puis pour nous, des phrases qui sont simples peuvent être vraiment complexes à comprendre pour l'enfant. Fait que c'est pour ça que toutes ces stratégies-là vont venir chez un enfant tout venant, tu sais, chez tous les enfants, vont venir l'aider à construire sa compréhension, puis à justement être capable de répondre dans la mesure de ses habiletés puis des possibilités, là, parce que c'est sûr que des fois, l'enfant, ben, il est impulsif, puis une seconde après, il l'a oublié ou il veut pas la faire. Puis c'est pour ça qu'en comprenant le développement, ben, on peut justement répéter les consignes ou donner des consignes qui sont plus simples ou plus concrètes. Puis ça, c'est autre chose aussi, tu sais, le fait de mettre des mots concrets sur ce à quoi on s'attend, c'est vraiment aidant dans le développement de l'enfant. T'as-tu un exemple, mettons? Ben, tu sais, un classique, non, tu cours pas. Ça consigne négative en plus. Oui, là, en plus.
Fait que déjà là, on augmente le niveau de compréhension nécessaire. Mm-hmm. Puis en plus, on rappelle à l'enfant ce qu'il faut qu'il fasse. Fait que lui, s'il ne sait pas que l'opposé de courir, c'est marcher, il va continuer de courir ou il ne saura juste pas, tu sais. Ça, c'est un classique en enseignement aussi, là, dans les écoles. Puis, tu sais, au début, tu le dis, là, on court pas dans le corridor, on court pas dans le corridor. Après un petit bout de temps, tu fais juste dire marche. C'est ça. Tu fais juste ça. Tu veux juste ça. Il n'y a même pas comme d'autres structures. Tu veux une chose, tu veux qu'il marche. C'est ça qu'il faut qu'il fonctionne. C'est ça qui marche. Puis avec les petits, encore plus. Parce que là, ils sont stimulés par plein d'inputs, au plan visuel, au plan sensoriel, où on marche dehors, puis là, hop, tout d'un coup, la bande fontaine devient vraiment intéressante. Ou hop, tout d'un coup, il va courir pour attraper une roche qui l'intéressait. Fait que de dire on marche, de donner le modèle, de le faire avec lui, d'accentuer. Puis ça se peut qu'on ait besoin de le faire 150 fois. Puis ça se peut qu'on ait besoin de le faire pendant 5 ans aussi, mais tu sais, à des intensités puis des fréquences moindres. Sauf que plus c'est concret pour eux, puis plus c'est affirmatif, comme d'en dire « va pas là, c'est dangereux. Reste à côté de moi. » Tu sais, reste à côté de moi. Je veux pas qu'on aille dans la rue, il y a des autos qui passent vite. Fait que de commencer par une consigne qui est affirmative, qui est simple, qui est concrète, puis à laquelle l'enfant va avoir plus de facilité à accéder. Oui, fait qu'on va vraiment dans les mots qui sont essentiels, puis on essaye de rester dans le positif. Oui. Parce que justement, ça se peut qu'ils comprennent pas le mot à la négative, puis ça se peut qu'ils comprennent pas la forme négative. Oui, puis si sa mémoire de travail ne permet pas de traiter toute la phrase au complet, bien lui, ce qu'il entend, c'est court. Ouais. Pas ça qu'on veut. Fait qu'il va continuer de courir. Puis là, ça devient frustrant pour le parent. Puis là, le parent se dérégule. Puis c'est ça. Puis on prend pas le temps d'analyser notre discours interne dans ces moments-là. Non! Puis, tu sais, c'est ça qu'on voit, hein, souvent, comme le parent devient... Tu sais, il y a comme un sentiment d'impuissance. Puis pour répondre à ce sentiment-là, on a comme besoin de contrôler plus. Mais le fait d'essayer de contrôler plus, ça fait le contraire de ce qu'on veut que ça fasse. Parce que l'enfant, lui, il veut pas être contrôlé ou il veut pas être contenu. Fait que c'est pour ça que souvent, on a besoin d'être un peu stratégique ou plus créatif ou soit justement d'être plus affirmatif. Puis, tu sais, après, on regarde les stratégies qui fonctionnent avec notre enfant, là. Tu sais, des fois, ça marche super bien, là, de dire « viens ici » ou « viens m'aider » ou « ah, puis ça, moi, c'est quelque chose d'autre qui m'aide, là, en passant, là, l'aide. » Tu sais, de dire « j'ai besoin de ton aide. Je veux que tu m'aides. » Les enfants aiment tellement ça, aider. C'est fou. Puis, tu sais, comme pour l'habillement, là, c'est vraiment une activité pas le fun chez nous, dans le sens qu'il veut juste pas s'habiller. Puis quand je dis j'ai besoin que tu m'aides, j'aimerais ça que tu m'aides à mettre ton chandail, mais souvent il le fait. Ça marche. Ouais. Fait que tu sais, d'essayer de sortir un peu du cadre, puis encore une fois, de mettre des mots. Tu sais, quand je disais les mots écologiques, là, qu'on essaie, puis je pense qu'on est parti ailleurs. Ce que tu amènes comme écologique, c'est le milieu, dans le fond, dans lequel l'enfant il va grandir, donc son milieu le plus courant. Oui, puis c'est une façon de dire on recycle les expressions, on recycle les mots. Tu sais, c'est comme graphique pour moi parce que plus on les utilise souvent, plus on diversifie les contextes dans lesquels on les utilise, plus notre enfant va finir par les comprendre et les utiliser. Puis c'est un peu comme d'élargir sa catégorie, dans le sens où si tu dessines un bateau avec une petite demi-lune, un bâton puis un triangle, c'est un bateau. Mais quand on va au port puis qu'on voit le gros paquebot, c'est un bateau. Que, tu sais, de ce mot-là, l'attribuer à plusieurs formes, dans le fond. Là. Oui, puis de généraliser le concept. Puis aussi, le sens que j'entends par là, c'est de donner des outils dans son coffre à l'enfant pour qu'il puisse être capable de réagir dans plein de situations. Tu sais, je donne un exemple, comme aider, ça m'a fait penser à ça parce qu'on avait comme ouvert là-dessus tantôt puis on est parti ailleurs, mais de dire tu veux de l'aide quand il y a besoin d'aide ou quand c'est difficile. Tu sais, comme moi je dis souvent, c'est difficile, tu veux de l'aide, puis quand il y a besoin, souvent il va dire c'est difficile. Fait que, tu sais, pour lui, dans plein de contextes, il peut utiliser ça. Tu sais, il essaie d'enlever son espadrille, c'est difficile. Il essaie d'accrocher un wagon sur un train, c'est difficile. Il essaie de grimper, c'est difficile. Parce que difficile, c'est plus concret que j'ai besoin d'aide. Oui, entre autres. Puis parce que lui, ça a plus collé. Mais des fois, il y a des enfants qui vont dire aider, puis ça va être ça qui va fonctionner pour eux. Mais tout ça pour dire que de penser à mettre des mots sur des réalités que l'enfant va vivre souvent, puis qu'il va pouvoir, lui, utiliser pour répondre à ses besoins. Puis ça diminue inévitablement la frustration parce que combien de fois
Il va un trouver enfant peut quelque faire une chose crise parce que difficile. c'est difficile, Ouais. parce qu'il n'est pas capable d'accrocher quelque chose, parce qu'il... Fait que ça serait de porter attention, par exemple, où quand lui trouve ça difficile, je vais pas juste simplement venir en faisant « Hey, je vais t'aider », Oui. qui est rempli de bonnes intentions et qui est une bonne chose à faire, Oui. mais d'aller nommer « Oui. Ah, tu trouves Exact. ça difficile, je vais venir t'aider. » Exact. OK. Puis, tu sais, de la façon, encore une fois, la plus simple, la plus concrète, puis en mettant en HD l'élément qu'on veut faire ressortir. C'est difficile! Le HD, c'est dans la prononciation, c'est dans l'intonation qu'on va mettre. C'est d'accentuer puis de faire ressortir un élément. Parce qu'on veut pas se mettre à parler en holophrase, là, puis en juste des mots simples. Là. On peut pas dire difficile, parce que c'est robotique puis c'est pas naturel. Mais inévitablement, plus c'est simple, plus l'enfant risque de comprendre et de reproduire. Fait que de mettre en HD, d'accentuer, de faire ressortir, bien, ça fait que c'est ce que le cerveau, c'est ce qui est le plus saillant pour le cerveau de l'enfant. Puis, il va comprendre que le mot qui va avec ce contexte-là, c'est le mot difficile et pas « c'est », tu sais, par exemple. Oui, parce qu'à la base, pour lui, le mot « c'est » puis le mot « difficile », ils sont à la même mesure, même importance. Exact, s'ils sont tout le temps mis ensemble. Ça se peut que pour lui, ce soit le mot « c'est difficile », tu sais. Oui, c'est vrai, ce soit pas un mot en soi. Ouais. Fait que c'est pour ça que le fait d'accentuer, c'est vraiment aidant parce que là, ça te permet à l'enfant, encore une fois, d'attribuer un sens à ce qu'il est en train de vivre, puis de pouvoir comprendre, à force d'être exposé à différents contextes, ça réfère à quoi, puis éventuellement de l'utiliser pour répondre à ses besoins. Puis tu sais, c'est toujours, moi, dans cette optique-là que je trouve l'intervention précoce importante, tu sais, puis précieuse, parce qu'elle nous permet de répondre aux besoins de l'enfant, puis on sait à quel point c'est important au plan développemental, puis c'est crucial. Fait que c'est ça. Oui. C'est vraiment de prendre conscience, c'est ça, de la construction du discours interne, puis comment nos mots d'adultes vont avoir un impact majeur sur la construction de ce discours-là. Oui. Puis justement, parce que oui, ce discours-là va l'accompagner toute sa vie aussi. Là. Au final, là, quand on vit en tant qu'adulte, n'importe quelle situation, ce qui nous reste, c'est des mots qu'on se dit à nous-mêmes, c'est notre petite voix intérieure, puis ce discours-là, il a été façonné à travers toutes ces expériences-là, tu sais. Oui, puis tu sais, il faut pas aller chercher très loin, là, tu sais, tout le monde sait individuellement quelque chose qui a été répété dans l'enfance ou par les parents, puis qu'on s'est attribué. Tu sais, ne serait-ce une caractéristique positive ou négative, puis qui forge un peu notre perception de nous-mêmes puis notre identité. Fait que je pense que le langage peut servir d'outil vraiment puissant pour aider notre enfant à devenir ce qu'il mérite de devenir. Tu sais, puis on a tous plein de souhaits pour nos enfants, tu sais, qu'ils soient éventuellement autonomes, qu'ils se réalisent, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils s'affirment, tu sais, je veux dire, qu'ils soient capables de répondre à leurs besoins, blablabla. Tu sais, il y a plein de choses qu'on souhaite pour nos enfants. Puis le langage, c'est vraiment, vraiment, vraiment un outil puissant à cause des raisons qu'on évoque, à cause du discours intérieur qu'il va construire avec ces mots-là, à cause de comment il va pouvoir entrer en relation avec les autres, de comment il va construire son monde, son univers émotionnel, son monde intérieur, puis comment il va s'épanouir aussi dans ses sphères de vie. Wow! Vraiment, c'est super intéressant. Dans le fond, on essaye de rementionner à quel point on n'hésite pas aussi, si on a un doute, on n'est pas obligé d'attendre 3-4 ans en se disant « bah, il est plus moteur. » Hein? On l'a entendu une couple de fois, celle-là. Ou, tu sais, qu'on a un doute. On comprend aussi en même temps. Tu sais, moi, je fais souvent des jokes avec ça, mais on veut se rassurer comme parents. Ben oui. Fait que de dire « il parle pas encore, mais il est vraiment bon pour marcher, pour grimper, pour... » On met notre œil sur ce qui fonctionne bien, c'est normal, c'est humain de le faire, mais... T'sais, souvent, c'est parce qu'on le file, là, qu'il y a un petit quelque chose ou que ça se développe pas comme ça devrait ou pas au même rythme que... Puis on est mieux d'aller poser des questions puis juste aller vérifier puis quitte à se faire dire que c'est normal puis que ça va puis que c'est correct, mais tu sais... Puis tu sais, c'est rare qu'on dit juste ça, là, dans le sens que... Généralement, on peut tous s'améliorer sur quelque chose, j'imagine. Oui, tu sais, puis quand les parents sont inquiets, puis ça, c'est quelque chose... une chose dans laquelle je crois vraiment, puis qui est documentée aussi dans la littérature, un parent inquiet n'est pas inquiet pour rien. Oui, mais nos instincts sont tellement là. Oui. On peut améliorer, c'est ça, plein de choses, mais généralement, notre premier signal, c'est notre instinct qui nous l'amène. Oui.
Puis, tu sais, ne serait-ce que pour rassurer un parent, tu sais, puis moi, des fois, j'ai comme ce dilemme moral-là, tu sais, je veux pas dire consulter pour vous rassurer parce que je veux pas pousser des services, tu comprends? Mais en même temps, toi, ça peut être vraiment game changer dans ta relation avec ton enfant. Si t'es soit inquiète ou préoccupée ou insécure par rapport à la communication, bien, ça va avoir une incidence sur ta relation avec inévitablement. Ben oui. Parce que la communication, ça C'est revient ça, encore à tout ce au qu'on a fait nommé, que c'est la base de la connexion. Ouais. Tu sais, fait que des fois, ne serait-ce que de se faire rassurer de oui, tu sais, tu fais toutes les bonnes choses, essaye de faire ça, voir dans X contexte. Tu pourrais aussi essayer de faire telle affaire dans Y contexte, puis aussi de positionner l'enfant par rapport au développement parce que, tu sais, nous, c'est ça notre expertise, puis il y a tellement une grande variabilité interindividuelle qu'on va voir des enfants de 2 ans qui vont dire 75 mots, puis qui vont commencer à combiner, puis qu'on va se dire, bien, il est encore dans le développement dit normal, entre grands guillemets. Puis on va en voir d'autres qui vont avoir 700 mots, puis qui vont faire des phrases sujet-verbe complément avec les pronoms puis les articles, tu sais. Fait que ça devient confondant pour un parent. Ben oui. Puis tu sais, moi, j'essaie de donner plein d'indicateurs développementaux, mais c'est normal que les parents sachent pas, tu sais, parce que c'est pas des orthophonistes, puis il y a pas juste le nombre de mots puis les phrases non plus, il y a plein d'autres choses qui vont contribuer puis qui vont définir le développement langagier. Fait que ne serait-ce que pour se positionner. Tu sais, ah oui, ça, c'est dans ses forces, ça, il est plus par rapport... Puis, tu sais, on veut pas non plus être dans une orthophonie de performance, c'est vraiment pas ça le but. Des fois, le but, c'est juste de se rassurer, de se positionner à ce qu'on pourrait faire pour aider l'enfant à développer son plein potentiel, parce que des fois, c'est juste des petites interventions en fonction du tempérament de l'enfant, de sa personnalité, du contexte de vie aussi, de la fratrie. Ils ont juste besoin que ça débloque sur un petit quelque chose, puis après ça, c'est lancé. Oui, une petite intervention, c'est ça, qui va faire en sorte que, l'enfant, les conditions optimales, favorables vont avoir été mises en place pour que cet enfant-là se développe, puis incidemment, ben comprenne plus, parle plus, soit plus épanoui dans ses sphères de vie. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est vraiment... Puis c'est pour ça que c'est une de mes principales missions, tu sais, parce que je trouve que ça a tellement une grande incidence dans la vie des enfants puis des parents que je suis vraiment contente, tu sais, d'offrir ce service-là, là, parce que c'est pas beaucoup accessible, disons, dans notre système, puis que ça peut faire une énorme différence dans la vie des familles. Ah, génial. Est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée, qu'on n'est pas allé, où tu penses que, tu sais, point de vue, émotion, discours interne, l'importance au quotidien, tu sais, on l'a pas nommé, mais j'imagine qu'au quotidien, on fait attention justement de pas parler en bébé quand ils sont tout petits, ou, tu sais, on joue beaucoup avec les intonations, un peu, tu sais, le chant dans la voix, là, tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose qui est présent, la mélodie dans la voix, mais... T'sais, au quotidien, c'est un peu ça, de continuer de faire très attention à ça, d'avoir conscience de l'importance des mots qu'on va mettre sur les expériences que nos enfants vivent. Est-ce qu'il y a quelque chose... Puis, tu dis pas parler en bébé. Tu sais, il y a comme 2 concepts. Ouais. Il y a parler bébé, puis parler en bébé. Okay. Ouais. Fait que, tu sais, on veut pas se mettre à dire « Oui, la toto! » Oui, c'est ça. Puis des fois, on trouve ça vraiment cute, là. Tu sais, comme Auguste, il s'appelle Odute. Puis je trouve ça vraiment cute. Puis j'ai le goût de l'appeler Odute. Tu comprends? Mais je l'appellerai pas comme ça parce que je vais lui donner le bon modèle. Même si j'ai pas si hâte que ça qui dit son nom, en tout cas. Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est un exemple. Quand on réutilise des mots d'enfant ou des mots de bébé, mais qui sont une prononciation immature, finalement, ben, on redonne ce modèle-là. Fait qu'on ne permet pas à notre enfant d'avoir accès à des modèles qui sont adéquats puis qui vont lui permettre de s'améliorer. Puis, il a parlé bébé, donc qui voudrait plus dire s'adapter au niveau langagier de notre enfant. Tu sais, tantôt, je disais, on ne veut pas faire des mots avec juste une phrase, mais c'est quand même ça que notre enfant a besoin dans une certaine mesure au sens où lui, il va pouvoir reproduire ce qu'il est capable de reproduire, ce qui est à son niveau de langage. Fait que, tu sais, si notre enfant produit des mots isolés, puis est au stade de pas encore faire de phrases, puis qui est dans l'émergence des premiers mots, ben on va essayer de mettre des mots simples sur les concepts qui l'entourent. Si on est au stade où l'enfant commence à faire des petites phrases, ben là, on peut
allonger les phrases qu'on accentue. Tu sais, au lieu de dire « c'est le camion ». Oui, le camion. Mais là, on va dire « oh, le gros camion roule dans la rue ». Tu sais, fait que de vraiment se coller le plus possible. Puis tu sais, tu dois connaître le concept de zone proximale de développement. Là, d'être conscient de ce que notre enfant est capable de faire. Puis tu sais, sans tomber évidemment dans des évaluations exhaustives. Pour se mettre le plus possible à son niveau. Tu sais, un enfant qui fait rouler des autos, ben on commencera pas à parler au passé simple puis au futur proche de je sais pas quoi pour dire la princesse va dans son royaume et elle sauta du haut de son château. Fait que tu sais, c'est vraiment de donner des modèles qui sont accessibles, encore une fois, pour soutenir la compréhension et favoriser l'émergence des productions, tu sais, puis que l'enfant est toujours un peu plus loin. Si on constate qu'il y a certains mots qui sont plus difficiles, on ne demande pas de répéter ou de prononcer comme il faut. On agit en tant que modèle, puis nous, on peut un peu bombarder ou réutiliser. Exact. Ou, tu sais. Okay. Oui, parce que de demander, puis encore une fois, pour moi, ça, c'est comme un peu une évidence parce que je l'ai tellement dit, mais il y a plein de parents qui font ça, puis c'est normal, tu sais, parce qu'ils veulent que leur enfant s'améliore. Mais ça, c'est vraiment un conseil facile à appliquer, puis dans aucun cas, moi, je trouve que ça a une valeur ajoutée. De dire, tu sais, c'est comme facile à régler, genre. Tu sais, de dire, dis-le comme moi, ou peux-tu le dire comme moi, ou répète après moi, ou essaie de... Ça met juste l'enfant en contexte de performance, puis ça ajoute une pression dans la communication. Puis c'est pas ça qu'on veut, tu sais, on veut que ce soit plaisant, que ce soit agréable, que l'enfant apprenne dans le plaisir. Fait que si on attribue trop d'importance de façon très consciente à comment il produit les mots, parce que de toute façon, les enfants vont longtemps transformer des sons. Puis, pour quelqu'un qui est orthophoniste, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il est capable de produire. Tu sais, quel son il est capable de produire? C'est-tu normal? C'est-tu... Fait que ça risque vraiment plus souvent qu'autrement de mettre l'enfant en situation d'échec ou d'hypervigilance par rapport au langage ou d'envoyer le message de ce que tu as dit, c'est pas correct. Tu sais, fait que lui, il se dit, mais qu'est-ce qui est pas correct? Pourquoi il faut que je le dise d'une certaine façon? Tu sais, fait que ça demande quand même, encore une fois, une certaine maturité neurologique de comprendre. Ah, c'est parce que j'ai transformé le ch en s. Puis ma mère veut que j'essaie de faire le s en début de mot, tu sais. Les enfants se disent pas ça, là. Ils se disent, shit, j'ai dit quoi de pas correct. Fait que souvent, ce qu'on voit, c'est que ça inhibe davantage les enfants, alors qu'on veut, au contraire, qu'ils explorent, qu'ils essaient des choses, qu'ils produisent. Puis c'est à travers cette exploration-là, puis cette pratique-là, que les enfants vont devenir plus compétents, puis ils vont s'exprimer avec plus de précision. Génial. Ouais. Fait qu'on accueille, on redit, on garde. On ça revient à ton exemple du début aussi de... Ils tentent de communiquer avec moi, puis tout ce que je souhaite en ce moment, c'est qu'ils ressentent que je suis là pour accueillir sa tentative de communication. Tu sais. Fait que pour moi, c'est plus important de comprendre ce qu'il dit, puis d'y répondre, tu sais, dans une façon qui soit la plus naturelle possible. Fait que, tu sais, dans le discours bébé, pas bébé, il y a ça aussi. Tu sais, il y a de doser quand on donne des modèles. Tu sais, si mon enfant dit tonne au lieu de cogne, ben, puis que là, on comprend pas, mais on peut redonner le bon. Ah oui, tu cognes! Cogne, cogne, cogne! Fait que là, on redonne le bon modèle. Mais j'ai comme perdu le fil de mon idée, là. Mais là, ça m'arrive tellement depuis... C'est comme parti avec mon placenta. L'accès. Ouais, c'est ça. Oui. L'organisation du discours. Mais... qu'est-ce que je voulais dire? Ben, on est parti du fait qu'on ne veut pas te demander à l'enfant de répéter, de produire correctement. Puis là, t'es parti avec un exemple de cogner, de tonne au lieu de cogne. Mais c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est de pas... tu sais, on peut stimuler, reformuler, tu sais, comme les exemples de stratégies que je viens de donner, mais on n'est pas obligé de faire tout le temps ça. Parce que c'est fatigant pour tout le monde. Ça deviendrait lourd. Mais oui, tu sais, tu peux pas tout reformuler ce que ton enfant va dire. Puis c'est pour ça que je dis que c'est dans des moments qui sont plus charnières, là, qu'on veut s'assurer de comprendre. Ah, tu dis que tu cogne. Et que là, on se dit, ben, peut-être que la prochaine fois, puis encore dans une optique utilitaire, tu sais, de mon enfant va être compris. Davantage peut-être la prochaine fois ou dans les prochaines fois qu'il va le dire. Fait encore une fois, pour pas faire vivre de frustration à l'enfant en lien avec la communication,
Puis pour rester dans l'aspect qui est naturel. Fait que, tu sais, oui, des fois, moi, là, je vais parler à mon 1 an, il n'y a plus 1 an, là, mais pour donner un exemple, avec des longues phrases, là. Ah oui, hein, c'était une grosse journée, puis là, on va aller faire telle affaire, puis, tu sais, comme en mode récit, là, raconter des choses. Puis c'est correct de le faire parce que c'est un réflexe aussi, puis l'enfant, de manière incidente, va aller chercher des éléments quand même pour bâtir sa compréhension, donner un sens à ce qu'il vit. Puis il y a d'autres fois où ça va être plus propice dans le jeu, où on est en train de cuisiner, ou que là, on va avoir des mots plus isolés, plus concrets, dedans. Tu sais, le mettre dedans. Dedans, tu sais, plutôt que de dire, ah oui, ben je vais mettre la farine, le sucre, puis la poudre à pâte dedans, ensuite je vais brasser, puis je vais mettre les œufs, c'est correct? Fait que tu sais, c'est de doser aussi, tout en gardant en tête qu'on veut que ça reste naturel et agréable. Ça, c'est des clés, des incontournables, finalement. Super. Tu vois, je suis rendue à côté. Oui. Je suis rendue à l'aise. On savait que ça allait venir à l'aise. Ah, mais je pense que ça fait un bon tour. Oui, hein? J'ai l'impression qu'on a quand même parlé de beaucoup de choses, couvert... plein d'aspects. Ouais. Fait que on se rappelle justement l'importance d'intervention précoce, d'avoir l'affût de l'importance du développement du langage qui a un impact sur toutes les autres sphères du développement aussi. Ouais. Alors, on n'hésite pas, si on a des questions ou des petits doutes, on se fie à notre instinct et on y va. Allez-y. Lynn. Puis, faites-vous confiance aussi là-dedans. Parce qu'encore une fois, tu sais, des fois, le risque avec cette théorie-là, puis les stratégies, puis tu sais, j'essaye, moi, tout le temps aussi de nuancer puis de rendre ça le plus concret possible, parce qu'on veut pas devenir des robots, puis que... tu sais, quand on est trop dans notre tête, ben là, on n'est plus dans notre sentier, puis on connecte plus. C'est tout le temps le piège, et ça aussi, tu sais, parce que je reçois toutes sortes de gens super passionnés, puis mon but, c'est de partager, puis qu'on donne accès à toutes sortes de connaissances, mais on veut pas intellectualiser la chose. Exact. On veut rendre accessible le plus de connaissances possible pour qu'après ça, le parent, l'éducateur, l'enseignant puisse faire confiance à son feeling. Bon, maintenant que j'ai cette base-là d'information, qu'est-ce que moi, je peux faire avec? Tu sais? Fait que, tout à fait. Faites-vous confiance maintenant que vous avez plus d'informations. Oui, puis amusez-vous. J'ai regardé, je sais pas qu'est-ce que j'ai regardé. J'ai une caméra imaginaire. Merci Anne-Marie. Merci à toi.